Il se passe quelque chose sur notre Terre. Des cycles puissants influencent la planète et vont tout changer pour toujours. Est-ce qu'on a vraiment une influence sur le climat? On va le découvrir aujourd'hui, c'est parti! Tout va changer et ça va se reproduire sans cesse, car il y a plusieurs cycles qui s'étendent parfois sur des millénaires et qu'on n'a pas encore vraiment réussi à comprendre avec nos petits cerveaux de l'âge de pierre. Certains de ces cycles se déroulent dans l'espace, non par exemple le mouvement de notre système solaire autour du centre de la galaxie. Il y a aussi les cycles de Milankovitch, qui font notamment varier l'orientation de l'axe terrestre sous l'effet des influences gravitationnelles au sein du système solaire. D'autres cycles sont purement terrestres, comme les phénomènes météorologiques El Niño et La Niña, qui modifient le climat de toute la planète, ou encore le cycle de notre noyau terrestre, qui reste pour l'instant presque totalement incompris. Tout ça influence l'ensemble de la vie sur notre planète. Commençons tout de suite par le plus grand, le mouvement de notre système solaire dans la galaxie. Notre Voie lactée est notre foyer cosmique et se compose, selon les estimations, de 200 milliards de systèmes stellaires. Notre système solaire en fait partie et toutes ces étoiles sont engagées dans une sorte de danse galactique, un rythme qu'on appelle l'année galactique. Elles tournent autour du centre de la Voie lactée et pour effectuer un tour complet, notre système solaire, qui se déplace à une vitesse d'environ 200 km par seconde, met 225 millions d'années. Et l'univers ne s'arrête pas aux confins de notre galaxie. Il existe encore des milliards d'autres galaxies qui sont pour la plupart regroupées en ce qu'on appelle des amas de galaxies, lesquels forment à leur tour des superamas. Au sein de notre amas de galaxies, le groupe local, différentes galaxies et galaxies naines, s'attirent par gravité. L'effet le plus fort est ici l'attraction entre notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, encore plus grande. En ce moment même, les deux foncent l'une vers l'autre et fusionneront dans quelques milliards d'années pour former une supergalaxie. On doit donc aussi prendre en compte dans notre mouvement le rapprochement avec la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies, et nous qui faisons partie de la Voie lactée, se rapprochent l'une de l'autre à environ 109 km par seconde. Mais comme on l'a déjà mentionné, il y a aussi d'autres amas de galaxies qui nous influencent avec leur immense gravité. Les autres galaxies et amas de galaxies proches de nous exercent tous une force d'attraction sur nous et même les amas de matière très éloignés dans l'espace lointain exercent une force gravitationnelle. D'après nos calculs, toutes ces structures lointaines semblent, ensemble, provoquer un mouvement supplémentaire d'environ 300 km par seconde. Mais il y a encore un mouvement que presque personne n'a à l'esprit et il est causé par le grand vide. Quand une grande partie de l'espace contient moins de matière que la moyenne, l'absence de force d'attraction agit comme une force répulsive, tout comme la force d'attraction supplémentaire agit comme une force d'attraction. Dans notre voisinage cosmique, en face de la zone de plus grande surdensité près de nous, se trouve un grand vide de faible densité. Du coup, les forces s'additionnent et nous accélèrent encore plus. Voilà donc, dans les grandes lignes, les facteurs qui influencent notre mouvement à travers le cosmos. À ce stade, tu te dis sûrement « Mais à quoi ça sert tout ça? Ça n'a pourtant aucune influence sur nous. » Des études partent du principe que notre système solaire s'est formé plus près du centre galactique et a lentement migré vers l'extérieur jusqu'à sa position actuelle dans le bras d'Orion de la Voie lactée. On pense que sans cette migration, aucune vie n'aurait été possible dans le système solaire, car il y aurait tout simplement eu trop de monde au milieu du bras spiral ou près du centre. De plus, le mouvement des bras spiraux eux-mêmes n'est pas régulier, et notre système solaire traverse donc des zones où la densité de matière est plus ou moins élevée. Lorsqu'on traverse des zones de matière plus denses, ça peut avoir des répercussions sur le nuage d'Oort, ce qui entraîne des pluies de comètes plus régulières. En plus, le rayonnement capable de pénétrer plus profondément dans l'héliosphère que le champ magnétique protecteur du Soleil augmente, ce qui peut avoir des effets directs sur le climat et la formation des nuages sur Terre. La dernière fois qu'on a traversé un champ de matière aussi dense, c'était il y a 14 millions d'années. Et ça coïncide assez précisément avec la transition d'une phase chaude de la planète vers une phase froide, pendant laquelle nos calottes polaires actuelles se sont formées. Mais selon les chercheurs, le passage à travers ce qu'on appelle l'onde de Radcliffe n'était pas la cause du changement climatique. Il l'a plutôt renforcé et accéléré. Mais regardons notre Soleil de plus près. C'est une gigantesque centrale à fusion,
face à laquelle on est en principe totalement sans défense, et bien sûr le comportement du Soleil influence énormément le climat sur Terre. Mais grâce à son champ magnétique, l'héliosphère, il nous protège aussi, comme on l'a déjà vu. Le champ magnétique du Soleil résulte de courants complexes de particules chargées qui se produisent à l'intérieur du Soleil. Ce champ magnétique est certes, étonnamment, globalement plus faible que celui de la Terre, mais il n'en reste pas moins d'une grande importance pour les processus qui se déroulent dans le système solaire. Le Soleil suit un cycle d'activité d'environ 11 ans, connu sous le nom de cycle des taches solaires. Au cours de ce cycle, le nombre et l'intensité des taches solaires qui apparaissent à la surface du Soleil varient, ce qui est étroitement lié au champ magnétique solaire. Et c'est là qu'un phénomène remarquable peut se produire, une inversion des pôles solaires. Ça désigne le moment où les pôles magnétiques du Soleil échangent leur place. Pendant cet événement, l'activité magnétique du Soleil atteint son apogée, accompagnée d'une activité des taches solaires accrue et d'un risque plus élevé d'éruption solaire. Ces éruptions peuvent à leur tour projeter d'énormes quantités de particules chargées et de rayonnement hautement énergétique dans l'espace, ce qui a alors des répercussions sur ce qu'on appelle la météo spatiale dans tout le système solaire. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant ici, c'est ce qui se passe chez nous, juste à côté, l'inversion des pôles terrestres. Nous aussi, on a un champ magnétique qui agit comme une sorte de force invisible qui nous protège du rayonnement solaire. Il s'étend de l'intérieur de notre planète jusqu'au fin fond de l'espace. Sans le champ magnétique terrestre, le rayonnement à haute énergie nous grillerait, si bien qu'aucune forme de vie complexe ne se serait probablement développée sur Terre. Et notre champ magnétique n'est pas stable non plus. Il subit des changements continus au fil du temps et peut même finir par s'inverser. Lors d'une telle inversion de polarité, le champ magnétique traverse une période d'instabilité pendant laquelle la polarité s'inverse. Ce processus peut durer des milliers d'années et constitue une transition lente et progressive. Pendant cette période, le champ magnétique terrestre s'affaiblit et la Terre est alors exposée à davantage de rayonnement cosmique. Qu'est-ce que les inversions de pôles du Soleil et de la Terre signifient concrètement pour nous? L'inversion de pôle solaire est directement liée à l'activité à la surface du Soleil et aux taches solaires. L'inversion de pôle du champ magnétique terrestre, en revanche, est un processus à long terme qui s'étend sur des milliers d'années. La Terre et le Soleil sont liés magnétiquement. Le champ magnétique terrestre est constamment influencé par le Soleil. L'une des conséquences les plus fascinantes de l'inversion des pôles solaires est son influence sur le champ magnétique interplanétaire. Lorsque le Soleil inverse ses pôles, ce changement se propage dans tout le système solaire et ça peut entraîner une modification du niveau du champ magnétique interplanétaire et faire varier les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère de planètes comme la Terre. La force et l'intensité du champ magnétique terrestre sont donc directement influencées par ces processus solaires. Si le champ magnétique terrestre s'affaiblit, ça peut paralyser toute notre technologie et selon l'intensité du rayonnement, entraîner aussi des problèmes de santé importants. Un affaiblissement de ces deux champs magnétiques pourrait, en théorie, outre les changements climatiques, expliquer aussi l'activité géologique accrue de notre planète. Mais la recherche en est encore à ses balbutiements, donc on ne peut rien affirmer avec certitude. Mais c'est bien sûr la position de notre Terre qui a le plus d'influence sur notre climat, et celle-ci est elle aussi soumise à différents cycles. Pour comprendre ça, on va d'abord expliquer rapidement comment se forment les saisons qu'on connaît bien. La Terre tourne sur son axe tout en tournant autour du Soleil, mais son axe n'est pas tout à fait perpendiculaire à cette orbite. L'axe de la Terre est incliné d'un peu moins de 23,5 degrés. Une partie de la Terre est toujours un peu plus tournée vers le Soleil, tandis que l'autre partie s'en éloigne. C'est cette différence d'angle d'incidence de la lumière solaire qui donne naissance aux saisons. Mais dans notre système solaire, il y a bien d'autres corps célestes et ils s'influencent tous plus ou moins fortement les uns les autres. Même si le Soleil représente 99% de la masse du système solaire et constitue donc sans aucun doute la force gravitationnelle la plus puissante, la gravité des autres objets a aussi un effet sur nous. La Lune, bien sûr, mais aussi Jupiter, la planète la plus massive, Saturne et, dans une bien moindre mesure, les autres planètes. Toutes s'attirent et s'influencent mutuellement, ce qui a des répercussions sur l'inclinaison de l'axe de la Terre, sur la forme exacte de notre orbite et sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan sur lequel tournent les planètes. Tous ces facteurs sont soumis, en raison des influences physiques au sein du système solaire, à des cycles complexes mais réguliers. Ce sont les cycles de Milankovitch. C'est le mathématicien et géoscientifique serbe Milutin Milankovitch qui a été le premier à le découvrir dans les années 1920. On parle donc ici de plusieurs cycles astronomiques qui influencent massivement notre planète et le climat.
Le cycle de Milankovitch le plus important est sans doute le cycle elliptique. Sur une période de 100 000 ans, l'orbite de la Terre autour du Soleil devient tantôt moins elliptique, tantôt plus elliptique. Quand l'orbite est plutôt circulaire, la température est plus stable. Quand elle prend une forme ovale, on observe de fortes variations de température et les températures maximales, dans les deux sens, deviennent plus extrêmes. Actuellement, on est dans une phase légèrement elliptique. Les températures en été et en hiver ont tendance à être plus douces dans l'hémisphère nord et plutôt plus extrêmes dans l'hémisphère sud. Si au cours des prochaines dizaines de milliers d'années, l'orbite terrestre devient plus elliptique, ces tendances saisonnières vont s'accentuer. Un autre cycle de Milankovitch est le cycle de précession, qui influence l'axe de la Terre. On vient justement de voir que l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés et que c'est ce qui donne lieu aux saisons. Dans le cadre du cycle de précession, l'axe de la Terre effectue une sorte de mouvement circulaire qui dure 26 000 ans. Dans un peu moins de 13 000 ans, l'axe de la Terre aura effectué un mouvement circulaire suffisant pour que l'été et l'hiver aient complètement échangé leur place dans chaque hémisphère. Il existe encore une multitude d'autres cycles de Milankovitch, certains moins marquants, d'autres plus. Et l'interaction de tous ces cycles conduit à un phénomène aussi étrange qu'effrayant, les périodes glaciaires. Certains cycles de Milankovitch coïncident parfaitement dans le temps avec les périodes glaciaires de l'histoire de la Terre. Par exemple, un cycle au cours duquel, sur une période de 100 000 ans, le plan orbital de la Terre autour du Soleil monte et descend par rapport à l'équateur solaire. On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure ça peut déclencher des périodes glaciaires. Et c'est là qu'un dernier cycle de Milankovitch entre en jeu. Et c'est lui qui, selon toute vraisemblance, va nous valoir une période glaciaire. Je parle du cycle axial. Le cycle axial fait varier l'angle d'inclinaison de l'axe de la Terre lui-même. Les 23,5 degrés dont on vient de parler ne sont pas gravés dans le marbre. Au cours du cycle axial de Milankovitch, qui dure 41 000 ans, l'angle d'inclinaison de l'axe de la Terre varie entre 22,1 et 24,5 degrés. On se trouve actuellement dans la phase du cycle où cet angle diminue. Quand l'axe de la Terre est moins incliné, les étés deviennent plus doux. En effet, aucune partie de la Terre n'est plus orientée de manière extrême vers le Soleil. La glace de l'hiver ne fond alors presque plus en été et devient un élément permanent du paysage. Conséquence, d'immenses parties de la Terre vont se recouvrir de glace. Plus il y a de glace à la surface de la Terre, plus la lumière du Soleil n'est plus absorbée mais renvoyée dans l'espace. Un processus qui s'amplifie et qui finit par mener à une période glaciaire. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que, comme on le sait, les activités humaines ont aussi un impact sur le climat. Et on ne sait pas encore comment ça interagit avec les cycles de Milankovitch. Comme si tous ces cycles cosmiques ne suffisaient pas, mais il se passe aussi pas mal de choses ici sur Terre. En ce moment, on parle partout du Super El Niño. Or, les phénomènes El Niño et son pendant la Niña sont étroitement liés. El Niño est un phénomène climatique qui se caractérise par un réchauffement anormal des températures de surface dans le Pacifique équatorial. El Niño fait partie de ce qu'on appelle le cycle El Niño Oscillation Austral, qui décrit les interactions très complexes entre l'océan et l'atmosphère. Lors d'un épisode El Niño, les températures de surface dans le Pacifique, autour de l'équateur, augmentent nettement, ce qui entraîne des changements dans les schémas de circulation atmosphérique, pouvant même provoquer divers phénomènes météorologiques à l'échelle mondiale. D'habitude, les alizés soufflent d'est en ouest au-dessus du Pacifique tropical, poussant ainsi les eaux de surface chaude vers l'ouest. Du coup, l'eau chaude s'accumule par exemple près des côtes de l'Indonésie et de l'Australie. Sur une longue période, de grandes quantités d'eau chaude peuvent donc s'accumuler dans le Pacifique occidental, ce qui entraîne automatiquement une hausse de la température de surface. C'est le célèbre courant de Humboldt qui joue ici un rôle déterminant et assure un rééquilibrage thermique. Or, lors d'un épisode El Niño, les alizés s'affaiblissent tellement qu'ils affectent même le courant de Humboldt et les courants de surface chauds se remettent soudain à s'écouler vers l'est. Le courant de Humboldt ralentit alors de plus en plus jusqu'à s'arrêter presque complètement. Au large des côtes péruviennes, l'eau devient alors très chaude et l'eau froide des profondeurs ne remonte plus à la surface. Ça a alors des conséquences vraiment dramatiques sur l'environnement. Le plancton meurt, de nombreuses chaînes alimentaires ne fonctionnent plus correctement et l'évaporation accrue peut aussi entraîner de fortes pluies sur le versant ouest des Andes, ce qui provoque à son tour des glissements de terrain et des inondations, mettant ainsi en danger la vie des habitants. Sur la côte sud-américaine, lors d'un phénomène El Niño, le Pacifique oriental se réchauffe, tandis qu'en Australie et en Indonésie, l'eau se refroidit en conséquence. Normalement, ça crée une zone de haute pression dans le Pacifique oriental et une zone de basse pression dans le Pacifique occidental, et les courants atmosphériques, qu'on appelle aussi la circulation de Walker, poussent alors l'eau chaude de l'Asie du Sud-Est vers l'Amérique du Sud. Le phénomène climatique inverse, c'est la Niña. Entre deux épisodes d'El Niño, qui d'ailleurs ne se produisent pas chaque année mais à intervalles irréguliers,
On observe aussi de temps en temps la Niña. Ce phénomène se caractérise par des températures de surface plus froides dans le Pacifique équatorial. Contrairement à El Niño, où l'eau se réchauffe. Pendant la Niña, l'eau du Pacifique équatorial se refroidit nettement et les circulations atmosphériques en sont fortement influencées, ce qui entraîne alors une augmentation des précipitations dans certaines régions, comme l'Australie et l'Asie du Sud-Est, tandis que d'autres régions, comme l'Amérique du Nord, ont tendance à devenir plus sèches. La saison des ouragans dans l'Atlantique a tendance à être plus active à cause des changements de vent, de la surface jusqu'à l'atmosphère. On parle alors d'une réduction du cisaillement vertical du vent. Et c'est exactement ce qu'on appelle des conditions idéales pour les ouragans. D'ailleurs, on ne sait pas encore très bien si un super La Niña va succéder à ce super El Niño. Et voilà encore un truc vraiment bizarre, voire un peu flippant. Un signal cyclique qui ne vient pas de l'espace mais de l'intérieur de la Terre. Tout a commencé en 2019 quand des chercheurs chinois de Wuhan ont mesuré des valeurs très étranges dans le noyau terrestre. Ils ont constaté qu'il y avait une fluctuation qui se produit environ tous les 8,5 ans et qu'on pourrait qualifier de tremblement du noyau. Au total, la Terre est composée de 3 couches principales, la croûte, le manteau et le noyau. Ces couches ont des densités différentes et présentent des propriétés chimiques et physiques variées, influencées par des processus géologiques comme la tectonique des plaques et le volcanisme. Le noyau terrestre est la couche la plus interne. Il est composé de fer et de nickel et présente une température d'environ 5500 degrés. On distingue 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe, d'une épaisseur d'environ 2300 km, est liquide, tandis que le noyau interne est solide et ne mesure que 1200 km de diamètre. Cette sphère chaude et dense joue un rôle crucial dans la génération du champ géomagnétique qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace. Les modèles précédents partaient du principe que le noyau terrestre tournait selon le même axe que le manteau terrestre, car ces 2 couches étaient censées présenter une répartition homogène de la densité. Mais en réalité, le noyau terrestre pourrait bien former un angle avec le manteau. Plus précisément, il présente une inclinaison de 0,17 degrés par rapport au manteau. Les structures de densité sont bien différentes de ce qu'on pensait, et il faut donc repenser complètement la relation entre le noyau et le manteau terrestre. Et n'oublie pas que, comme le champ magnétique résulte de cette interaction, ça pourrait aussi avoir de fortes implications à ce sujet. L'une des conclusions les plus passionnantes de ces travaux de recherche, c'est l'hypothèse selon laquelle le noyau interne de la Terre serait plus dense et plus lourd dans l'hémisphère nord-ouest que dans d'autres régions. C'est justement cette répartition asymétrique de la densité et de la masse qui pourrait expliquer pourquoi le noyau terrestre semble vaciller tous les 8,5 ans. Et ça a vraiment des conséquences énormes sur plein d'autres processus sur Terre. Prenons par exemple l'axe de la Terre. Si le noyau terrestre vacille effectivement tous les 8,5 ans et que ce mouvement s'accompagne d'une inclinaison du noyau par rapport au manteau, ça pourrait bien avoir des répercussions sur la stabilité de l'axe de la Terre. Une modification de l'inclinaison du noyau terrestre pourrait théoriquement entraîner une modification de l'inclinaison de l'axe de la Terre au fil du temps. Ça pourrait expliquer pourquoi l'axe de la Terre se déplace actuellement plus vite que ce qu'on pensait en théorie. Et puis, il y aurait bien sûr aussi l'impact potentiel sur le champ magnétique terrestre. Comme on le sait déjà, le champ magnétique terrestre est principalement généré par un processus de type dynamo dans le noyau externe liquide de notre planète. Et on sait aussi que ce champ magnétique est d'une importance cruciale pour la vie sur Terre. Si le noyau terrestre tremble tous les 8,5 ans et que cela entraîne peut-être même une modification de la densité ou de la répartition de la masse au sein du noyau, ça pourrait évidemment avoir des conséquences sur les courants dans le noyau liquide et donc influencer très directement le processus de dynamo et le champ magnétique terrestre. Ça pourrait notamment entraîner une modification de l'intensité ou de la direction du champ magnétique. Et ça pourrait à son tour avoir des répercussions sur la navigation des animaux, le fonctionnement des appareils électroniques et la propagation du rayonnement cosmique. En plus, ces secousses du noyau terrestre pourraient aussi entraîner une instabilité du champ magnétique. Un champ magnétique irrégulier ou instable amplifierait alors les effets des tempêtes géomagnétiques, perturberait les systèmes de communication et de navigation et mettrait en danger les appareils électroniques sensibles à bord des satellites. Bien sûr, on en est encore au stade de la pure spéculation, et il va falloir continuer à étudier ce que cette nouvelle découverte signifie pour le champ magnétique terrestre. J'espère que vous êtes désormais de véritables experts en cycles.
Tous ces cycles s'étendent sur des millénaires et ne peuvent pas être arrêtés. Mais il est aussi clair que le changement climatique d'origine humaine, dû aux émissions de gaz à effet de serre, a un impact à beaucoup plus court terme sur notre climat et peut tout bouleverser bien plus rapidement, voire accélérer ou amplifier les cycles naturels existants. Et comme ce domaine est encore si peu étudié, je pense qu'on ne devrait pas prendre de risques trop importants à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.